Pour lancer l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Perrin, directeur général de la FEAP, et Stéphane Rax, directeur général de Nexem. Bonjour et bienvenue à tous les deux sur le plateau du live. Ma première question, elle est pour tous les deux. C'est pourquoi Nexem et la FEAP ont décidé de travailler ensemble sur la question de l'attractivité des métiers? Parce que nous sommes les deux grandes fédérations du privé non lucratif dans la santé, partant du sanitaire pour arriver au social en passant par le médico-social. Et nos adhérents ont des salariés qui ont des parcours professionnels qui les amènent à aller d'un établissement, d'une association ou d'une fondation à une autre, et des fondations et des associations qui ont des établissements et à la FEAP et à Nexem. Et donc, pour les adhérents, pour leurs salariés, il est important qu'ils puissent voir clair dans leurs droits, voir clair dans leur parcours professionnel, surtout s'ils veulent évoluer, s'ils veulent progresser, s'ils veulent changer. Vous voulez compléter, Stéphane? Oui, pour aller dans le même sens, le fait de travailler ensemble, ça relève à la fois de la nécessité, parce que comme ça vient juste d'être dit, on fait partie du même périmètre, et donc on est confronté aux mêmes obligations concernant cette attractivité des métiers. Mais au-delà de cette nécessité, c'est aussi un choix et une volonté politique de travailler ensemble, parce qu'on considère qu'en travaillant ensemble, on est plus fort pour répondre à nos enjeux communs. Et quels sont les enjeux, les ressorts de l'attractivité que vous avez pu identifier en dehors des revalorisations salariales? Alors c'est vrai que les revalorisations salariales, la dimension salariale, c'est la partie visible, c'est la partie iconique, et c'est la partie presque qui va qualifier la problématique de l'attractivité des métiers. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on focalise à la fois l'attention et les efforts. Mais on considère, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire, que l'attractivité des métiers va bien au-delà. C'est aussi une question de qualité de vie au travail, c'est une question de valorisation des compétences, c'est aussi une question de formation professionnelle, de parcours, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc l'attractivité des métiers, c'est vraiment une expression qu'on a choisie justement pour dépasser le seul cadre de la revalorisation. Bien évidemment, revalorisation salariale, mais ça va au-delà. Et ce qu'on attend et la manière de s'engager ensemble dans le sujet, c'est vraiment d'avoir une vision globale de cette attractivité des métiers. Et sur la question des revalorisations, Monsieur Perrin, est-ce que vous voulez nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé récemment, notamment des suites de la conférence des métiers? Alors, je commencerai par ce qui s'est passé déjà depuis le début. Donc 183 € pour tout le monde, c'est ce qui était annoncé. Ça a commencé par le sanitaire et le secteur des personnes âgées. Ça a été acquis très vite, il y a 1 an et demi, et on a regretté à ce moment-là que le reste n'ait pas suivi tout de suite. Il est arrivé, et pas plus tard que ce matin, nous avons eu le résultat de la conférence des métiers qui étend donc cette revalorisation à tous les métiers socio-éducatifs du handicap, avec une liste qu'on n'a pas complètement analysée, mais qui, de première approche, nous satisfait, puisque ça concerne les professionnels du handicap et du secteur social, socio-éducatif, métiers socio-éducatifs, qui vont donc pouvoir bénéficier de ces revalorisations. Sans oublier les médecins, qui, pour les hospitaliers, avaient été revalorisés dès le début, et là, pour les médecins coordinateurs d'EHPAD, sont raccrochés. Il reste encore quelques trous dans la raquette, en particulier, et ça on le regrette beaucoup, les métiers non socio-éducatifs, administratifs, logistiques, qui ne sont pas de cuisine, jardinage, techniques, qui ne sont pas dans les revalorisations. Et ça reste une difficulté, mais les choses ont beaucoup évolué, beaucoup plus largement. Et ce qui s'est passé encore ce matin à la conférence sociale, à la restitution de la conférence sociale, va nous permettre d'apaiser un petit peu les inquiétudes des salariés. Je précise que cette émission est tournée le 8 avril. Et donc, il y a encore des actions qui sont prévues pour ce que vous venez d'évoquer, ou comment ça va se passer? Alors déjà, comme ça vient d'être dit, il est vraiment important de souligner le fait que ces métiers d'accompagnement, donc, qui vont être valorisés à partir du 1er avril, ça va être rétroactif, couvrent vraiment tout le spectre du social et du médico-social. La porte d'entrée, c'était le seul secteur du handicap, et maintenant on est vraiment sur la protection de l'enfance, sur la lutte contre les exclusions, la pauvreté, les formateurs en travail social, on est aussi sur la protection juridique des majeurs, bref, on est vraiment sur tout ce spectre-là.
Maintenant, c'est vrai qu'il reste tout un panel qui n'est pas concerné par cette revalorisation. Tout ce qui concerne les fonctions support, par exemple. Et pour nous, le sujet de l'attractivité des métiers ne s'arrête pas à cette liste. C'est une étape importante, fondamentale, majeure. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec la FEAP depuis de très nombreux mois. Donc on se félicite de cette liste et de cette revalorisation. Mais pour nous, on doit continuer, alors certes avec la convention collective unique, on va en parler tout à l'heure, mais aussi poursuivre le lobbying pour tous ces métiers qui n'ont pas bénéficié de cette revalorisation. Et pour nous, l'attractivité des métiers ne vise pas que les métiers de l'accompagnement. L'attractivité des métiers, c'est vraiment de tous les métiers. C'est vraiment une problématique globale qui concerne tous les professionnels. L'État a récemment sorti une campagne de communication sur les métiers du soin et de l'accompagnement. Est-ce que, M. Perrin, vous en avez pris connaissance? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, cette campagne est intéressante, mais c'est un début. On considère que c'est un début. Un début, pour le moment, qui n'est pas majeur. Quelques métiers sont cités, mais si on reprend la campagne de communication que le gouvernement a fait pour les métiers de l'armée, par exemple, c'est une campagne qui a duré des années, qui continue à durer, et donc ce que nous attendons, c'est une campagne qui se renforce en intensité, mais surtout en durée. Et il faut que cette campagne corresponde à un contenu. Parce que si c'est simplement du rêve que l'on vend, alors que la réalité n'est pas là, nous aurons effectivement des professionnels qui vont nous rejoindre, mais qui ne resteront pas. D'où l'importance de ce travail beaucoup plus large sur l'attractivité des métiers, rémunération également, mais également contenu des métiers. Par exemple, prenons une infirmière. Une infirmière, si nous voulons d'abord l'attirer et la garder, il faut qu'elle puisse avoir des perspectives. Des perspectives dans sa formation initiale, mais également continues, pour prendre des responsabilités. Les infirmières de pratique avancée, pour prendre cet exemple-là, sont des perspectives majeures pour les infirmières. Or, il n'y a pas 200 infirmières de pratique avancée en France. Ça fait des années qu'on en parle. Et donc, il faut qu'on ouvre beaucoup plus largement. On va en avoir besoin. Ça donne des professionnels motivés. Et ça nous permettra, par exemple, pour les infirmières, d'avoir des infirmières qui restent plus de 5 ans, parce qu'actuellement, la durée de vie professionnelle d'une infirmière est moins de 5 ans. Donc, il faut qu'elle reste. Je prends l'autre exemple des aides-soignantes. Pourquoi les appelle-t-on aides-soignants? Ils aident aux soins. C'est péjoratif comme terme. En anglais, on dit caregiver. Elles sont responsables de l'accompagnement, de l'attention aux personnes. Donnons plus de responsabilités, donnons plus de sens à ces métiers et nous les garderons. D'abord, nous recruterons et nous les garderons ensuite. Plus de valeur. Plus de valeur, absolument. Il faut vraiment prendre ça comme un bon début. C'est comme la conférence des métiers. La conférence des métiers, c'est une bonne première étape, une très bonne première étape pour investir la question de la revalorisation. Eh bien, la campagne de pub, c'est la même chose. C'est une très bonne première étape pour un premier regard positif que la société peut et doit apporter vis-à-vis de ces métiers. Mais si l'un comme l'autre s'arrête là, ça restera un coup d'épée dans l'eau parce que ça s'estompera très, très, très rapidement. Donc, si on veut le prendre de manière positive, c'est de se dire, voilà, ça veut dire qu'enfin, on commence à prendre le secteur du sanitaire, social, médico-social, privé à but non lucratif à la hauteur de ce qu'il apporte à la société. Et concrètement, sur quel autre levier l'État doit agir ? Alors, j'ai envie de dire que sur quel autre levier nous pouvons agir, parce que nous ne reportons pas tout sur l'État. Oui, et par exemple, la qualité de vie au travail. C'est absolument essentiel. Et on voit souvent des professionnels qui arrivent quelque part et qui n'y restent pas. Pourquoi n'y restent-ils pas? Parce que les conditions qu'on leur propose ne sont pas favorables, ne tiennent pas compte de leur vie personnelle, par exemple. Il y a 20, 30 ans, quand on choisissait un métier, on le prenait, on parlait de vocation, et quelles que soient les contraintes, on les appliquait. Maintenant, dans la société, on tient compte du choix personnel, et les personnes, les jeunes en particulier, sont beaucoup plus attentifs, et ils ont raison, à leur équilibre de vie personnelle. Et donc, si on veut recruter quelqu'un, il faut que son équilibre de vie personnelle soit pris en compte. Alors, nous avons des métiers avec des contraintes. Des contraintes, puisqu'il faut du 24 heures sur 24, il y a des nuits, il y a des week-ends. Il faut qu'on en tienne compte, qu'on s'adapte et que les professionnels puissent sentir qu'à la fois, il y a une prise en compte de cette pénibilité,
mais également il y a un accompagnement dans le métier. Il ne faut pas qu'un professionnel se retrouve mis sur un poste et se retrouve tout seul. Il faut qu'on développe les systèmes de parrainage, de tutorat, de rendez-vous réguliers pour voir comment ça se passe, de prise en compte de situations spécifiques qui peuvent être très, très, très différentes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à fidéliser les professionnels dans des métiers qu'ils trouveront beaucoup plus intéressants et dans lesquels les contraintes seront prises en compte par rapport à leur vie personnelle. Avec des perspectives de carrière. Absolument. À préciser d'ailleurs que le nous va au-delà de l'État et des acteurs employeurs que nous sommes, puisqu'il y a aussi toutes les collectivités locales qui ont un rôle fondamental dans les politiques sociales de soins, les politiques médico-sociales. Donc en fait, le travail qui est à faire, qui reste à faire, c'est d'avoir vraiment un regard global, systémique de ce qu'est la santé, qui n'est pas uniquement la question de l'absence de maladie, mais qui est vraiment la question de bien-être. Donc l'attente principale, c'est vraiment que tous les acteurs qui viennent d'être cités investissent ensemble cette thématique. Il y a une autre thématique qui est importante, c'est celle de la convention collective, donc unique étendue. Nexem et la FEHAP y travaillent. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, Stéphane ? Oui, certes. Alors la convention collective unique étendue, on peut dire qu'elle renvoie à deux obligations où on peut mettre en avant deux points. Le premier, c'est la nécessité de revoir les règles qui régissent les liens entre les employeurs et les salariés, avec des conventions collectives multiples qui organisent notre secteur et qui ne répondent plus aux enjeux d'aujourd'hui et donc a fortiori de demain. Donc de toute façon, on a un travail RH à faire. Mais au-delà de ça, on sait aussi qu'il n'y aura pas de réponse pérenne à l'attractivité des métiers si on ne travaille pas à une convention collective unique étendue. Seule une convention collective unique étendue permettra d'avoir un cadre qui fera vivre pendant longtemps la question de l'attractivité des métiers. Donc en fait, cet engagement commun dans la convention collective unique étendue à venir, c'est aussi justement parce qu'il y a la problématique de l'attractivité des métiers qui se pose depuis de nombreuses années, mais de manière peut-être accrue aujourd'hui. Oui, et puis je dirais qu'il y a une certaine complexité à avoir plusieurs conventions collectives, voire à avoir des salariés qui ne sont pas dans des entreprises qui sont couverts par ces conventions collectives. Il y a entre 100 à 200 000 salariés qui ne sont ni à Nexem ni à la FEHAP, et donc qui ont des accords d'entreprise très variables. Donc la lisibilité pour les professionnels qui intègrent notre secteur, elle n'est pas claire. Et donc vous avez une certaine inquiétude chez les salariés. Quand ils arrivent quelque part, ils s'inquiètent de savoir quels vont être leurs droits. Et s'ils veulent avoir un parcours, et encore une fois un parcours qui légitimement les amènera à changer ou de site et d'activité ou même d'orientation, si ça doit changer également de convention collective, ça génère une certaine inquiétude. Avec des conventions collectives qui en plus sont très bavardes. Il y a beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop de choses dans les conventions collectives qui sont totalement cadrées, qui empêchent les prises d'initiatives locales et donc qui empêchent même de pouvoir prendre en compte des innovations. Par exemple, les nouveaux métiers, bien évidemment, puisqu'ils sont nouveaux, ils n'y sont pas. Faut-il les encadrer et les graver dans le marbre d'une convention collective, ou faut-il, par un nouveau process, une nouvelle forme de convention collective, leur permettre de trouver naturellement leur place avec une adaptation éventuellement locale en fonction des spécificités, dans le cadre, bien évidemment, d'une assurance de droits déterminée de façon objective pour qu'il n'y ait pas la crainte d'interprétations liées aux employeurs qui aillent à l'encontre des droits des salariés. Mais c'est un énorme travail d'harmonisation, de simplification et de visibilité. Pour structurer le secteur, finalement. Oui, d'ailleurs, c'est un lien qui, au-delà de ce qu'on vient de dire, est un lien qui est repris par les pouvoirs publics, parce qu'il faut aussi rappeler que en fait, les sommes qui sont sur la table, qui sont passées notamment par la conférence des métiers, l'ont été
avec une condition posée aux employeurs et aux syndicats de salariés de se lancer dans une convention collective unique étendue. Et des sommes qui sont importantes, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure donc, de la liste des métiers socio-éducatifs, hein, c'est plus de 700 millions d'euros en année pleine. Et à côté de ça, les pouvoirs publics ont été d'accord pour mettre 500 millions supplémentaires, toujours avec la condition d'aller vers une convention collective unique étendue. Donc la convention collective unique étendue sera aussi un moyen pour nous de concrétiser l'attractivité des métiers, notamment d'ailleurs par rapport aux professionnels qui jusqu'à maintenant n'ont pas été revalorisés. Donc c'est la boucle qui se referme parce que cette condition, elle est aussi une condition posée par les pouvoirs publics en disant d'accord pour qu'il y ait un engagement politique et financier pour l'attractivité des métiers, mais la condition que je renvoie aux employeurs et aux salariés, c'est de vous mettre d'accord sur une convention collective unique. Et on a quand même des perspectives de date. Alors nous démarrons avec un calendrier que nous espérons pouvoir voir respecté, avec une grosse partie en 2022, puis en 2023. Tout dépend de la manière avec laquelle se passent les négociations. Nous allons démarrer le gros sujet des classifications rémunération. Ça amènera certainement des débats assez forts avec les organisations syndicales. Et puis, en fonction de la rapidité et de la qualité avec laquelle ce premier bloc pourra être négocié, on verra pour la suite. Mais nous espérons que le rythme puisse être assez soutenu de façon à ce que ça ne dure pas 5 ans, mais que ce soit réduit à 2 ans, 3 ans, mais en espérant le minimum possible. Et ça dépend de la négociation. L'urgence, je pense que tout le monde est d'accord pour la souligner. Les problèmes notamment concernant l'attractivité de métiers, non seulement on les constate aujourd'hui, mais ils datent vraiment pas d'aujourd'hui, donc ils sont très anciens. Donc l'urgence, elle est là, donc il faut faire vite. Et en plus, non seulement il faut faire vite, mais on doit y arriver. Il y a une obligation de résultat. Donc clairement, effectivement, il faut qu'on commence rapidement et qu'on puisse chaque année pouvoir acter quelque chose pour faire avancer les choses. Peut-être aussi on peut revenir sur la manière dont Nexem et la FEAP prennent en compte les préoccupations de leurs adhérents respectifs, comment on répond au mieux aux besoins des adhérents. On a publié un guide sur l'attractivité des métiers. Peut-être vous pouvez nous... Oui, alors c'est une question importante et nous on la vit spécifiquement à la FEAP puisqu'on est sur tout le champ de la santé. Notre volonté est de créer une convention collective globale pour l'économie sociale et solidaire, santé sociale, qui ne soit pas plus sanitaire, médico-social ou social que médico-social et sanitaire, ou médico-social que sanitaire ou social. Une convention collective globale, dans laquelle les spécificités puissent éventuellement s'exprimer. Mais nous tenons beaucoup à rassurer tous nos salariés, tous nos employeurs, de quelque secteur qu'ils soient, de façon à ce qu'ils sachent bien que la convention collective unique étendue leur permettra à chacun, selon ses spécificités, de s'y retrouver, quitte à ce qu'il y ait un socle global pour tout le monde et des annexes en fonction de certains secteurs. Mais pour savoir exactement ce qu'on va mettre dans ce socle, dans ces annexes, on consulte les adhérents, on a des commissions, des groupes de travail, comment c'est organisé ? Alors effectivement, on a mis en place toute une structure avec un comité de gouvernance, un comité de pilotage, un comité opérationnel, une instance de négociation qu'on appelle la CPPNI, une commission sociale. Alors la CPPNI, elle a un nombre restreint de personnes, 16 pour les employeurs puisqu'il y en a 16 au niveau des syndicats. Nous allons créer une commission sociale d'une 40aine de personnes, donc 20 par fédération, en élargissant la représentation à ceux qui ne seraient pas représentés directement dans la CPPNI. Mais au-delà de ça, nous mettons en place tout un système de communication descendant et ascendant, de façon à ce que, et en région, et au niveau des commissions nationales métiers qu'on peut avoir, et au niveau des adhérents directement, il puisse y avoir à tout moment l'assurance d'avoir la bonne information, de pouvoir s'exprimer sur son ressenti ou sur ses inquiétudes, de façon à ce qu'il n'y ait pas le sentiment d'un décalage ou une inquiétude sur l'évolution d'une négociation qui leur échapperait et qui leur ferait craindre des conséquences
qu'ils ne seraient pas capables d'assumer ensuite. Et ce n'est pas qu'une question d'information, c'est vraiment une question aussi de co-construction. Quand on décide de mettre en place toutes ces instances et tous ces groupes de travail, c'est non seulement pour assurer une bonne communication, mais aussi pour que nos adhérents participent au mieux à cette construction. Alors bien évidemment, il ne peut pas y avoir une ouverture qui concernerait les quelques milliers d'associations que la FEAP et NEXEM comprennent, mais vraiment qu'on essaye d'embrasser le plus large possible pour que non seulement il y ait effectivement la bonne information au bon moment, mais aussi que on puisse, au fur et à mesure que la négociation va avancer, s'ajuster en fonction des retours qu'il pourrait y avoir avec nos délégations régionales et avec le terrain. Oui, il y a eu des enquêtes aussi qui ont été publiées via nos supports hebdomadaires, des enquêtes pour faire état des difficultés RH rencontrées par les adhérents sur le terrain. Il y a des enquêtes qui nous ont permis de construire notre point de départ, en fait, à la fois pour avoir le ressenti, pour avoir la réalité, mais aussi pour avoir des chiffres. Et donc, au-delà de ces enquêtes, il y a aussi un travail qui est en cours sur un outil de chiffrage qui permet d'avoir une autre réalité, mais qui est complémentaire, qui est une réalité chiffrée, parce qu'il s'agit aussi de construire cette convention collective unique, étendue, aussi dans un cadre financier qu'on connaît. Donc pour ce faire, on doit mesurer l'impact financier des mesures qu'on doit prendre. Donc c'est à la fois une interaction avec les adhérents, c'est à la fois des enquêtes qui ont eu lieu et qui continueront à avoir lieu, mais c'est aussi un outil de chiffrage qui, en lien direct avec des retours d'adhérents, nous permettent quasiment instantanément, nous permettra de manière quasiment instantanée, d'avoir des chiffres pour savoir quel est l'impact des mesures qui sont proposées ou qui sont négociées. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? Moi, j'ai envie de rajouter le mot espérance. Parce que c'est compliqué ce qu'on va faire. C'est compliqué ce sur quoi on travaille. Ça va être difficile. Mais les enjeux sont majeurs et nous sommes absolument déterminés à aboutir. Et j'ai envie de dire, les personnes soignées et accompagnées en premier ont besoin de cette convention collective. Et les salariés qui les soignent et qui les accompagnent, bien évidemment aussi. Mais en pensant d'abord aux personnes soignées et accompagnées, qui sont notre raison d'être, j'ai envie d'espérer, oui, et je suis déterminé à ce que ce travail puisse être mené à bien. Merci, M. Perrin. Et derrière le mot espérance, il y a le mot optimisme, celui des directions générales. Et je pense que déjà tout ce qu'on montre là montre bien aussi tout ce qu'on a franchi déjà ensemble. Donc pour le coup, 2022, en tout cas, nous en sommes convaincus, ce sera une belle année pour le secteur. Super. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je vous libère maintenant et je laisse la place à l'interview de Mathieu Klein.